Bonjour, je suis Mélie Barrault, docteur en sociologie. La dernière fois, je vous parlais de l'écrasement de soi. L'écrasement de soi, finalement, il s'agit de quoi? Quelques-uns d'entre vous m'ont posé la question et cela m'a donné aussi envie de préciser. L'écrasement de soi, pour faire simple, il faut penser justement à la première vidéo, vous voyez, le plus profond du fond, c'est-à-dire l'intime, ce qui est en- intime en nous, au-dedans de nous. Et je dirais même le plus en dedans de nous. D'où le terme le plus profond du fond. Donc on parle de quoi? On parle de nos aspirations, on parle de nos rêves, on parle de finalement ce qu'on projette sur le monde et ce qu'on aimerait bien finalement se voir, le personnage qu'on aimerait devenir. Et quand je parle d'écrasement de soi, finalement, c'est tous ces désirs qu'on va projeter sur le monde, toutes ces aspirations, ou alors, pour le dire simplement, nos rêves, qui vont se confronter, qui vont rentrer en conflit avec d'autres perceptions du monde, avec d'autres façons de voir le monde, avec d'autres façons de vous projeter dans cette situation. Donc vous voyez, à ce moment-là, vos rêves, vos aspirations, elles rentrent en conflit avec d'autres aspirations, d'autres perceptions du monde. Donc l'écrasement de soi, il s'agit de ça. Il s'agit de ce conflit et finalement le résultat de ce conflit, ça sera à l'intérieur de vous, ce plus profond du fond, d'accord, cette petite voix qui a envie de vous projeter dans le monde, eh ben, elle est comme étouffée, un petit peu comme on va étouffer avec un couvercle. Et donc, on va finalement ne plus trop discerner ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. On va peut-être même mélanger ce que les autres veulent de nous avec ce que nous, on veut de notre propre vie. Vous voyez, ça va être une forme de confusion. Et cette confusion, elle est amenée, elle est créée par ce conflit entre nos perceptions et certaines autres perceptions qui vont en quelque sorte dominer sur les nôtres. Et là, quand je parle de domination, je suis bien obligé de vous parler de Pierre Bourdieu. En tout cas, juste le concept de violence symbolique. Le concept de violence symbolique, c'est tout simple, finalement. C'est le fait de légitimer la domination qui est exercée sur nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne fait pas que de la subir, on ne fait pas que, finalement, être en interaction avec cela, mais on légitime, on donne de la force, finalement, on donne raison. Et vous voyez, en quelque sorte, c'est une forme de dénigrement de soi. Et ce dénigrement de soi, si on veut bien y regarder, c'est un phénomène un petit peu, si vous voulez, c'est un peu du self-défense. C'est-à-dire, plutôt que d'aller affronter ce conflit et au final affirmer ce qu'on l'on pense du monde et affirmer ce que l'on veut projeter sur le monde, la manière dont on veut impacter le monde, au lieu de faire cela, on va se donner toutes les raisons de détourner la situation à notre désavantage, tout en faisant croire qu'au final, c'est pour notre bien. Et il me semble que c'est Nietzsche qui a dit que le mouton dit: «Je pourrais être aussi fort que l'aigle, je ne le fais pas et j'ai raison de le faire». Alors, pour les puristes, laissez-moi lire la citation. L'agneau dit: «Je pourrais faire tout ce que fait l'aigle, j'ai du mérite à m'en empêcher, qu'il fasse comme moi». Vous voyez, c'est un petit peu comme je vous disais
de la self-défense. On a peur de confronter ses rêves à la réalité. Mais ce qu'on oublie, c'est que la peur elle-même modifie la réalité. Donc au final, le raisonnement est biaisé. Je vais maintenant vous raconter quelque chose qui risque peut-être de vous surprendre. Quand j'ai commencé l'université, mais bien avant ça, alors que je n'avais finalement pas les moyens, les bagages, j'entends, d'aller à l'université, je me baladais dans l'université, puis je rentrais dans un bâtiment à Strasbourg qui s'appelle le Patio, peut-être certains connaissent, et je prenais un café ou un chocolat, un cappuccino. En fait, le but était de me voir dans les yeux des autres comme appartenant à ce monde. Avant cette expérience-là, j'ai fréquenté des professionnels de l'orientation et dès que je leur livrais ce projet, ce désir dans mon cœur qui brûlait de faire des études, la réponse était que c'était difficile, l'université, et que je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et puis au final, d'avoir réussi le concours aide-soignant, c'était déjà pas mal. Et avant ça, quand j'étais voir un professionnel de l'orientation pour lui dire j'aimerais passer le concours d'aide-soignant. Et là, il m'a dit je sais pas, je peux pas te conseiller ça, parce que je connais pas ton niveau. Et donc, au final, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc, vous voyez, quand j'allais dans cette université, moi qui viens d'une famille où tous les garçons n'avaient pas le bac, où la plupart de mes cousins, voire tous, et cousines d'un certain côté de ma famille, ne sont jamais même allés en seconde, croyez-moi que d'être dans cette université, c'était quelque chose d'impressionnant. Donc je n'étais pas inscrit, je n'avais pas les bagages pour y aller finalement. Et je prenais juste un café, un cappuccino, un chocolat, je ne sais plus bien, peu importe. Et j'interagissais avec le regard, avec mes gestes. Et puis surtout, j'étais légitime, je prenais un café et je me voyais, comme je vous le disais, dans les yeux des autres. Je me voyais endosser ce rêve. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je ne faisais plus que vivre avec mes rêves. Je commençais à habiter mes rêves. Et cette chose-là, j'ai commencé à la comprendre. C'est-à-dire qu'au lieu d'intérioriser les représentations sur moi qui m'écrasaient, j'ai commencé à me mettre en situation où mes aspirations, mes rêves, étaient tout naturels dans les yeux des autres. Et j'aspirais ce regard, j'aspirais dans ce miroir du regard de l'autre, et j'aspirais tout ce dont j'avais besoin pour effectuer et pour mener à bout mes aspirations. Et quand j'ai fait ma thèse, finalement, j'ai eu cette même résistance. C'est-à-dire que déjà, en master, j'ai été voir mon professeur et ce professeur m'a dit « Écoutez, pour moi, vous ne pouvez pas faire de doctorat. » Et c'était pour moi un univers qui s'écroulait. Et je pense que ça, tout le monde comprend. C'est-à-dire que le plancher qui était déjà en train de grincer sous mes pieds s'est littéralement effondré. Et ce fut pour moi un réel traumatisme. Et puis, j'ai commencé à écrire un projet de recherche. Et puis, au fond de mon cœur, je me suis dit, si ce projet de recherche n'intéresse personne, alors j'en ferai un livre. Si personne veut acheter ce livre, dans ce cas-là, je le ferai pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Et comme c'est précieux ce que je vais écrire, je le mettrai dans un coffre-fort.
Et j'ai commencé à écrire en baladant dans la nature mon projet de recherche et j'ai eu plein d'encouragement à mon grand étonnement. Et j'ai eu 3 personnes, voire 4 personnes qui m'ont dit un grand oui, dont une personne d'une autre discipline en philosophie et dans un pays étranger, la Belgique. Et alors, quand j'ai saisi cela, quand j'ai saisi qu'il faut arrêter de vivre avec ses rêves, mais d'habiter ses rêves, le doctorat et la soutenance n'étaient plus pour moi un objectif. Et j'étais déjà chercheur. Un chercheur qui regarde sur le chemin, qui ne regarde pas la destination, mais qui regarde sur le chemin. Et comme un randonneur qui se balade en pleine montagne, qui écoute le bruit des oiseaux, qui fait des pauses pour la discrétion, pour ne pas perturber un oiseau qui cherche à observer, de la même façon, je me suis baladé, non pas sur le chemin de mes ambitions, mais sur le chemin où je commençais à habiter mes rêves. Et vous? Voulez-vous commencer à habiter vos rêves?